Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux deux grands types de diabète, à savoir le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Je vais vous expliquer la physiologie de ces deux pathologies chroniques, quel est son mécanisme de déclenchement, quels sont les traitements qui existent et qui existeront peut-être demain. On ne parlera pas ici du diabète gestationnel ou du diabète neurologique qui sont très spécifiques. Si on devait donner une définition non officielle du diabète mais compréhensible par toutes et tous, il correspondrait, peu importe son type, à une élévation du taux de sucre dans le sang, la fameuse glycémie. Cette définition est très basique et très simplifiée, mais elle reste très importante parce qu'il faut parler dès le début de cette fameuse glycémie qui fait partie des paramètres du corps humain qui doivent rester extrêmement stables pour assurer un fonctionnement normal. Le sucre, donc le glucose, est un élément indispensable pour la synthèse de l'ATP, l'adénose triphosphate, qui est le fuel des cellules, qui est l'énergie cellulaire, et il est aussi important que l'oxygène. L'ATP va être produite à partir d'oxygène et de glucose. Sans glucose, les cellules ne peuvent pas se développer, se reproduire, ni même vivre, tout simplement. Quand on n'a pas assez de sucre dans le sang, ce qu'on appelle une hypoglycémie, cela peut provoquer un coma, pouvant par la suite entraîner la mort. Donc pas assez de sucre, c'est pas bien du tout, mais c'est important de préciser dès maintenant que trop de sucre, c'est pas du tout bon non plus pour l'organisme. Et c'est exactement ça qui va poser problème dans les différents types de diabète. Une hyperglycémie chronique non contrôlée va entraîner des lésions des nerfs périphériques, des atteintes vasculaires qui peuvent entraîner par la suite des nécroses, une insuffisance rénale avec une destruction des néphrons par cette hyperglycémie, une atteinte du nerf optique, mais peut également entraîner de manière aiguë une déshydratation et une acidité du sang qui peuvent entraîner le décès du patient. Donc la glycémie, on a envie qu'elle reste stable entre des normes assez précises, entre 0,8 et 1,2 g par litre. Avant de rentrer dans l'aspect pathologique et de détailler le diabète de type 1 et le type 2, il faut déjà parler un petit peu de physiologie pour savoir comment est régulée cette glycémie chez tout le monde, chez des patients qui ne sont pas atteints de diabète. Parce que maintenant vous avez la notion que la glycémie doit rester stable, pour autant au cours de la journée, notre taux de sucre il va varier, que ce soit par notre alimentation, quand on va prendre du sucre tout simplement, on va augmenter d'un coup l'apport de sucre, ou alors quand on va faire du sport et que là on va plutôt consommer du sucre. Et pour autant, la glycémie va rester stable entre 0,8 et 1,2 quand on n'est pas diabétique. Et c'est important de comprendre comment une glande hyper importante de notre corps va intervenir dans ce processus. Le pancréas, situé dans l'abdomen, en arrière de l'estomac. Il possède une tête et une queue, et la tête est vraiment imbriquée avec le duodénum, qui fait partie de notre intestin grêle. Ils sont complètement indissociables et on les compare souvent à une jante avec son pneu. J'ai fait une vidéo dédiée à son fonctionnement si ça vous intéresse, mais là aujourd'hui on va s'intéresser vraiment à sa fonction endocrine. C'est cette fonction qui va permettre de sécréter deux hormones qui vont être indispensables pour la régulation de la glycémie, l'insuline et le glucagon. Ces deux hormones vont littéralement s'opposer. L'insuline, sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas, va venir agir sur les tissus graisseux, le foie et les muscles, en stimulant le stockage du glucose, c'est-à-dire la transformation du glucose en glycogène, la forme stockée du glucose, ce phénomène qui est appelé glycogénogénèse. Oui, ce mot rapporte pas mal de points au Scrabble. L'insuline va également bloquer la transformation de glycogène en glucose, empêchant ainsi sa libération dans le sang. L'effet de l'insuline est donc hypoglycémiant parce que l'hormone va diminuer le taux de sucre sanguin, va diminuer la glycémie. Le glucagon va faire l'inverse. Il va au contraire venir stimuler la libération de glucose par le foie, les tissus adipeux et les muscles, ce qu'on appelle la glycogénolyse. C'est une hormone hyperglycémiante qui va également bloquer le stockage du glucose sous forme de glycogène. À savoir que l'adrénaline, sécrétée en cas d'effort ou de stress, va également venir stimuler la libération du glucose et va donc avoir un effet hyperglycémiant à même titre que le glucagon. Le cortisol va lui aussi venir augmenter la glycémie mais via d'autres mécanismes que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, le pancréas est le véritable chef d'orchestre de la régulation de la glycémie. Via la sécrétion de ces deux hormones, il va venir déterminer si jamais on va augmenter la libération de sucre dans le sang ou au contraire la diminuer et favoriser le stockage du glucose
sous forme de glycogène. Quand on mange, quand on prend du sucre, on a forcément une augmentation du taux de sucre qui circule dans le sang. Le pancréas va alors sécréter de l'insuline qui va venir favoriser la transformation de ce glucose supplémentaire en glycogène, de façon à stabiliser la glycémie en dessous de 1,20 g par litre. En cas d'effort physique, de consommation du glucose circulant notamment par les muscles, le pancréas va libérer du glucagon qui lui va favoriser la transformation du glycogène en glucose, favorisant l'augmentation du taux de sucre circulant pour qu'il soit maintenu au-dessus des 0,8 g par litre. Est-ce que c'est clair pour vous cette étape? Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à juste vous repasser cette partie de la vidéo et à m'insulter en commentaire. On va passer à la suite avec le diabète de type 1 pour commencer. Le diabète de type 1 est drastiquement différent du diabète de type 2. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui va venir détruire progressivement les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sécrètent l'insuline. Le système du patient se retourne contre lui et va identifier les cellules bêta des îlots de Langerhans comme des cellules étrangères et va donc s'appliquer à les détruire à même titre qu'il irait détruire des bactéries qui rentreraient dans le corps avec une écharpe par exemple. L'origine de cette réaction auto-immune n'est pas encore totalement connue, mais on sait qu'il existe des mutations de gènes héréditaires qui vont être des facteurs prédisposants à développer ce type de diabète, ainsi que des facteurs environnementaux. Le diabète de type 1 représente 10% de l'ensemble des diabètes et se déclarera la plupart du temps avant 20 ans, voire beaucoup plus jeune, parce que par exemple moi j'ai déjà eu des enfants de moins d'1 an qui développaient un diabète de type 1. Bon, je pense que vous comprenez tout de suite la conséquence de la destruction de ces cellules bêta. L'organisme va être privé de son hormone hypoglycémiante, l'insuline. Le taux de sucre dans le sang ne va faire qu'augmenter puisqu'il n'y aura rien qui va venir stimuler la transformation de glucose en glycogène pour le stocker. Et au fur et à mesure de l'élévation de la glycémie vont apparaître des signes alarmants qui vont conduire à consulter aux urgences. Le fameux syndrome polyuro-polydipsique. Le taux de sucre élevé dans le sang va entraîner une augmentation de la quantité d'urine produite, va augmenter la diurèse, qu'on appelle la diurèse osmotique. L'enfant par exemple va aller beaucoup plus souvent aux toilettes et présenter une soif inhabituelle. Il va également présenter une perte de poids puisque le sucre ne sera plus stocké. Terme, si jamais on ne fait rien, la glycémie en continuant de s'élever va provoquer ce qu'on appelle des corps cétoniques. Ces corps cétoniques vont venir acidifier le sang et en parallèle on aura une déshydratation due à cette fameuse diurèse osmotique. La déshydratation combinée à l'acidose peuvent entraîner la mort. Donc miction très fréquente, perte de poids et soif importante, on consulte aux urgences. C'est un petit message de prévention inclus dans la physiopathologie. Heureusement aujourd'hui, cette pathologie est extrêmement bien prise en charge en France. Le patient devra recevoir, quoi qu'il arrive, de l'insuline. Dans le passé, on utilisait énormément de stylos auto-injecteurs, donc les patients devaient se faire dans la journée plusieurs doses d'insuline, plusieurs types d'insuline aussi, de l'insuline lente et de l'insuline rapide, et devaient se piquer au bout du doigt régulièrement pour avoir justement le taux de sucre dans le sang. Maintenant, il existe des petits capteurs qui sont directement fixés sur la peau et sur lesquels on vient appliquer un appareil, et comme ça mesure la glycémie directement, ça évite de devoir se piquer plusieurs fois par jour. De la même manière, il existe aussi des pompes à insuline qui vont délivrer soit manuellement, soit de manière continue ou de manière intelligente en étant reliées au niveau du capteur de l'insuline de manière à pouvoir tout simplement réguler la glycémie. J'ai d'ailleurs parlé du pancréas artificiel dans cette vidéo qui date d'il y a un petit moment maintenant si ça t'intéresse. Les diabétiques de type 1 et 2 également auront un suivi en cardiologie régulier, chez l'ophtalmologue aussi, pour encore une fois les risques de lésions de nerfs optiques, chez le néphrologue, et auront régulièrement un bilan sanguin pour mesurer notamment l'hémoglobine glyquée qui permet d'avoir une moyenne de la glycémie sur les 3 derniers mois. Un bon indicateur pour savoir si le diabète est équilibré ou non. On a fait le tour global pour le diabète de type 1, passons maintenant au diabète de type 2 qui est le plus courant puisqu'il représente au minimum 80% des diabètes. Le diabète de type 2 va être le fruit d'une association entre facteurs environnementaux, par exemple et surtout l'obésité, et des prédispositions génétiques. Et cette association va combiner deux mécanismes différents pour provoquer un diabète. Tout d'abord, il va y avoir de l'insulino-résistance. Les muscles, le foie et les tissus adipeux nécessitent une plus grande quantité d'insuline pour réaliser la transformation glucose
glycogène pour stocker le sucre. Et le deuxième mécanisme, c'est une altération de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Et d'ailleurs, il peut y avoir de l'insulinorésistance sans qu'on parle de diabète. On parlera uniquement de diabète de type 2 à partir du moment où l'insulinorésistance n'est plus compensée par une augmentation de la production d'insuline. À partir du moment où il commence à y avoir un défaut de production d'insuline, et cette résistance à l'insuline n'est plus compensée et on va entrer dans un schéma d'hyperglycémie chronique. Sur cette courbe, issue de la Société savante d'endocrinologie, on voit bien qu'au début, la sécrétion d'insuline augmente pour compenser l'insulinorésistance. Puis lorsque le taux commence à s'effondrer, on se retrouve dans la même problématique que le diabète de type 1. Glycémie qui s'envole de manière progressive, et là on parle de diabète de type 2. À noter également, et ça c'est pas cool du tout, c'est que l'augmentation chronique de la glycémie va entraîner une élévation de la résistance à l'insuline. C'est le cercle vicieux de la glucotoxicité. La résistance à l'insuline et la diminution de la sécrétion de cette hormone vont également entraîner une lipotoxicité, c'est-à-dire une augmentation de la libération des acides gras dans le sang. Des acides gras qui sont responsables de la plupart des pathologies cardiovasculaires. Avec l'âge, la sensibilité à l'insuline et la quantité d'insuline produite vont diminuer, ce qui explique que les déclarations de diabète de type 2 se font plutôt à un âge plus avancé. L'avantage, c'est que contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 peut être amélioré en traitant les facteurs environnementaux, reprise d'une activité physique, perte de poids, contrôle de l'alimentation, etc., qui vont venir améliorer l'insulinorésistance et qui pourra dans un second temps améliorer la sécrétion d'insuline. Ce qui fait que les patients auront besoin de moins d'insuline et qu'ils pourront diminuer leur traitement puisque leur pancréas continue à sécréter de l'insuline. Le traitement du diabète de type 2 se fera en fonction de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Cela peut être de l'insuline, mais c'est moins fréquent que dans le diabète de type 1 puisqu'il existe pour les diabètes de type 2 des antidiabétiques oraux, comme la metformine. Comme pour le diabète de type 1, il s'agit d'une maladie chronique qui nécessitera un suivi régulier par de nombreux professionnels de santé. Mais globalement, aujourd'hui en 2024, on peut continuer à vivre normalement avec un diabète de type 1 ou de type 2. On peut continuer à faire du sport, on peut continuer à se faire plaisir, terminer les régimes stricts anti-sucre. Il y a même des compétiteurs qui sont diabétiques, on peut faire des enfants. Tout ça ne pose plus aucun problème avec les diabètes parce qu'aujourd'hui on connaît vraiment bien cette pathologie. Plein de solutions thérapeutiques existent, mais il faut toujours retenir que la clé, c'est la prévention, surtout pour le diabète de type 2, où on voit que les facteurs environnementaux sont extrêmement déclencheurs de ce type de diabète. Voilà, on a terminé pour cette vidéo un peu longue sur les diabètes. Je voulais absolument les traiter tous les deux d'un coup, parce que j'avais pas envie de sortir un deuxième épisode dans 1000 ans sur le diabète de type 2, surtout que sur cette chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur le diabète de type 1, mais il y a longtemps, et je voulais absolument la reprendre comme il faut. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, laisse ton avis en commentaire, et partage cette vidéo autour de toi pour faire connaître le travail ici. Et je te dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house.